Tout d'abord, merci de votre invitation. Et le point fondamental quand on préside, comme je le fais, un comité d'éthique, c'est d'essayer de situer d'où on parle. Et donc, moi, je suis un médecin. Donc, beaucoup de ce qui a été dit ne peut m'être étranger, puisque ma profession, c'est de lutter contre la souffrance d'abord et contre la mort si possible, surtout que je suis un neurologue et que je suis inscrit à la frontière entre la neurologie et l'oncologie, puisque dans mon équipe, on essaye de comprendre et on soigne des tumeurs cérébrales. Donc une maladie qui ne fait pas malheureusement partie de ces cancers pour lesquels on a obtenu des résultats spectaculaires, même si on a fait progresser les choses. Et puis je dirige un laboratoire de neurosciences qui s'appelle Neurosciences Paris-Seine, qui est au sein d'un institut de biologie à l'université Pierre et Marie Curie. Et c'est un laboratoire où une quinzaine d'équipes, 200 personnes, cherchent à comprendre les mécanismes fondamentaux de fonctionnement cérébral pour essayer de comprendre des maladies psychiatriques ou des maladies neurologiques. Donc, vous imaginez bien que tout cela m'amène évidemment à considérer que tout ce qui peut être fait pour comprendre les phénomènes biologiques, pour permettre, encore une fois, de lutter contre la maladie et la souffrance, est quelque chose d'évident. Une fois qu'on a dit ça, la démarche éthique, c'est d'essayer d'identifier des tensions entre différentes façons d'aborder une question. Et on pose systématiquement la question de savoir si on a les bonnes mesures. Alors, par exemple, si on a les bonnes mesures, on peut reprendre votre diapositive, Monsieur Courneuil, sur le coût de la dernière année de vie. Mais si on augmente la longévité, le coût d'année normale va augmenter aussi. Et puis, il y aura toujours une dernière année de vie. Et donc, on recule les choses. Et donc, l'idée que augmenter la qualité de vie, augmenter la qualité de la médecine, augmenter la longévité va permettre de faire des économies est une idée totalement fausse. On voit aujourd'hui dans tous les pays développés, et c'est très bien, se développer les coûts de ce que j'ai appelé dans d'autres circonstances la bioéconomie, mais si vous prenez l'ensemble des sommes consacrées aux soins à la personne, vous voyez qu'on atteint déjà 20% aux États-Unis, dans certains pays développés. Nous, si vous regardez simplement le budget de l'assurance maladie, on en est déjà à 12% du PIB. Si vous prenez l'ensemble des questions liées à la bioéconomie, on atteindra nous aussi les 20%. Et la bioéconomie va devenir essentielle à notre économie. Donc, ça coûte cher et finalement, tant mieux. Mais on ne fera pas d'économie, ça coûtera toujours de plus en plus cher, en tout cas tant qu'on va réussir à prolonger les choses, d'autant plus que malheureusement, on voit depuis 3 ans en France, 5 ou 6 ans aux États-Unis, le fait que la durée de vie continue à progresser, mais que l'espérance de vie en bonne santé, elle ne progresse plus. Donc ça correspond peut-être à la corrélation avec le fait qu'on a de plus en plus de centenaires, mais pas plus de super-centenaires et pas plus de personnes qui atteignent l'âge de Jeanne Calment. Donc oui, on vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps avec une nécessité de soins. Donc est-ce qu'on a les bonnes mesures ? Si on a les bonnes mesures, est-ce qu'on a les bons outils pour prendre ces mesures ? Par exemple, vous avez parlé de l'augmentation de l'intelligence ou de l'augmentation de la morale. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. D'abord parce qu'il y a des intelligences, et puis que ce n'est pas une question qui scientifiquement s'évalue et se mesure. L'intelligence artificielle, oui, mais parce qu'il y a le mot artificiel. Et puis la morale, ce n'est pas une valeur non plus qui se mesure. Par contre, la durée de vie, oui. Par contre, un temps de réaction, oui. Donc, est-ce qu'on a les bons outils ? Est-ce qu'on a les bonnes mesures ? Est-ce qu'on a les bonnes questions ? Et dans un comité d'éthique, c'est à peu près ce que l'on se pose. Alors, dans un comité d'éthique comme celui de l'INSERM, on se pose des questions pratiques de la recherche, c'est-à-dire que l'avancée, puisque vous avez montré à un moment une image d'Asimov, il y a un moment où Asimov, dans une de ses chroniques, dit la
connaissance pose des questions auxquelles l'ignorance ne répondra jamais. Et finalement, les recherches qui sont faites dans nos laboratoires, qui sont des laboratoires académiques, l'INSERM c'est l'Institut national de la santé, ou au CNRS, sont des recherches qui ouvrent de nouvelles connaissances, mais qui ouvrent aussi de nouvelles questions. Si on n'avait pas mis au point la procréation médicalement assistée, on ne se poserait pas de questions sur l'embryon in vitro, on ne se poserait pas de questions sur les cellules souches embryonnaires, on ne se poserait pas de questions sur la recherche sur l'embryon. Ça n'existerait pas, donc on n'aurait pas à se poser des questions nouvelles. Donc, on essaye de mettre en tension ou de mettre en évidence des tensions entre cette humanité qui nous a été donnée et cette humanité que nous sommes en train de créer, ce qui est une bonne chose. Je veux dire, augmenter l'homme, essayer d'aller plus loin, c'est quelque chose d'inhérent à l'histoire de l'humanité, puisque M. Pavie a cité la Bible, il écrit dans la Bible que le destin de l'homme, c'est de finir le monde. Donc, manifestement, même dans les bases religieuses, il est considéré que le monde n'est pas fini et que c'est le destin de l'homme de le finir. Et depuis que l'homme existe, enfin, quand on prend l'homme, avant l'homme, il y avait les primates, enfin avant ou à côté de l'homme, il y a des primates, et à côté de l'homme, il y a de nombreuses espèces animales. Donc, bien sûr, nous sommes les rois de la technologie en tant qu'espèce animale, mais il y a des oiseaux qui savent se servir de cailloux pour casser des noix, il y a des oiseaux qui savent dénombrer, il y a des oiseaux qui savent ranger un certain nombre de provisions et les retrouver des mois plus tard. Il y a des grands singes qui savent sculpter des outils, les ranger dans des cachettes et les retrouver à quelque temps de là. Il y a des grands singes du Nouveau Monde au Brésil qui ont été observés en conditions naturelles, en train de récolter des fruits, de les mettre dans une noix évidée, d'attendre une semaine qu'ils aient macéré et de venir boire l'alcool qui a été produit et d'être complètement ivre. Donc, l'humanité est un aspect du développement technologique qu'ont fait de nombreux animaux pour arriver à améliorer leurs conditions de vie. Est-ce que j'ai un chronomètre quelque part pour voir Bon, parce que j'ai jeté quelques idées sur le papier, mais je peux... si on me laisse parler, je risque d'être un peu bavard. Donc, surtout, vous m'arrêtez quand il en est temps. Donc, cette question, c'est qu'on a un cerveau. Je vais vous parler souvent du cerveau, mais pour un neurologue et pour un responsable d'un laboratoire de neurosciences, c'est évident que c'est ce qui m'intéresse le plus. On a un cerveau qui, en fait, n'est pas très rationnel, même pas rationnel du tout. On a dépassé quand même la vision cartésienne. Il y a des temps dans l'histoire de la pensée qui sont essentiels. Le temps des Lumières est un temps essentiel. Celui d'Hydro d'Alembert ou de la Métrie avec les animaux-machines ou de Descartes. C'est un temps où on cesse de considérer l'homme comme une transcendance pour pouvoir l'étudier et le considérer comme une réalité existentielle. Mais on ne peut plus aujourd'hui considérer ni le corps ni le cerveau comme des machines, on ne peut plus les considérer comme des organes, enfin le cerveau comme un organe rationnel, parce que ce qui fait fonctionner essentiellement le cerveau, ce qui le met en éveil, ce qui lui permet d'agir, c'est l'émotion. Et on est en plus dans une anticipation permanente des choses. Et comme on est dans cette anticipation permanente des choses, on a cette anticipation de l'amélioration. Ça fait partie de notre imagination. Et c'est une imagination autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on imagine pouvoir être amélioré, on a un appétit et même, dans certains cas, une addiction à ce rêve d'amélioration. Si je reviens au XVIIe siècle, même au XVIe siècle, Shakespeare, dans le Midsummer Night Dream, dit « We are such stuff as our dreams are made of ». Ça veut are made on, excusez-moi. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont faits nos rêves. Donc, la réalité
aujourd'hui, c'est qu'on a ce cerveau émotionnel, ce cerveau anticipateur, et il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas nouveau. William James, qui est l'inventeur de la psychologie moderne, avait déjà dit à la fin du XIXe siècle, il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », mais « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ». Aujourd'hui, on a tout un ensemble de données qui montrent que, d'abord, le cerveau n'est qu'un organe de notre corps, mais surtout qu'on a tout un ensemble de ce qu'on appelle des marqueurs somatiques qui, justement, mettent en action tous les circuits émotionnels, tous les circuits de réactivité, et que notre cerveau élabore un certain nombre de choses, essentiellement de façon inconsciente, mais pas un inconscient freudien, un inconscient neurophysiologique. L'essentiel de notre activité est inconsciente. En ce moment, vous êtes capable de m'écouter et de faire des dizaines de choses à la fois qui vont depuis rester sur votre siège, respirer, penser au dîner que vous ferez ce soir et au fait de ne pas oublier d'aller chercher votre enfant à l'école. Enfin, voilà, tout ça se fait dans un flot de pensées rapides et uniquement une toute petite partie, c'est la conscience. Et en neurosciences cognitives aujourd'hui, on se pose des questions sur à quoi ça sert même la conscience, puisque tout se passe essentiellement dans l'esprit inconscient. Et donc, il faut revenir à ce que disait Canguilhem. Il parlait de la prétention de la science à dissoudre dans l'anonymat de l'environnement mécanique, physique et chimique ces centres d'organisation, d'adaptation et d'invention que sont les êtres vivants, d'où l'insuffisance de toute biologie qui voudrait éliminer de son domaine toute considération de sens. Donc, qui dit biologie dit ouverture sur son environnement, qui dit humain et cerveau humain dit interaction. Et donc, si je devais vous donner un take-home message, et par rapport à ces questions d'amélioration, la manière de réfléchir les choses, c'est qu'un cerveau humain n'existe pas. Et peut-être je reviendrai à la fin, si j'en ai le temps, sur pourquoi je vous dis qu'un cerveau humain n'existe pas. Enfin, vous avez dû déjà comprendre ce que ça veut dire. L'autre élément que je voudrais que vous reteniez, c'est que oui, on a des données scientifiques, et on en produit sans arrêt dans tous les laboratoires du monde, mais ce n'est pas parce qu'il y a des faits scientifiques que ces faits sont, comme vous l'avez dit, M. Corneille, incontestables. Ce sont des données. Mais ces données sont obtenues dans un contexte particulier, dans un environnement. Elles sont valables au sens où tous les gagnants au loto ont tenté leur chance. Mais quand vous achetez votre billet, vous savez bien que votre chance d'être gagnant est relative. Il y a un tas de circonstances qui vont amener. Donc, la question qu'on va se poser à chaque fois, c'est la valeur prédictive d'un certain nombre de données. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'on a recueillies sont suffisantes pour être prédictives? Alors, il y a certaines qui sont prédictives et qui changent le destin de l'humanité. Si vous prenez Hume au début du XVIIIe siècle, il considère les sensations. Comment vous savez que quand quelqu'un va pincer la corde d'un violon, vous allez entendre un son? C'est parce que la répétition de l'expérience fait que vous êtes habitué à ce que quand quelqu'un touche un violon, il va y avoir un son. Et puis finalement, il en interprète comme ça qu'on sait que le soleil va se lever demain matin parce qu'on est habitué à ce que tous les jours, le soleil se lève le matin. Mais que finalement, il pourrait y avoir un scepticisme qui fait que peut-être demain matin, le soleil ne se lèvera pas. Et puis, il y a les révolutions scientifiques, que sont les révolutions coperniciennes, les équations de Kepler. Et là, la question ne se pose plus de l'association d'idées. Il y a une courbe, il y a une rotation de la Terre sur elle-même, il y a une courbe de la Terre autour du Soleil. Et donc, demain matin, le Soleil se lèvera, non pas parce que j'y crois, mais parce que, physiquement, on a pu démontrer qu'il y a une relation scientifique entre le lever du Soleil et la rotation de la Terre. Donc, il y a des énoncés scientifiques qui sont clairement prédictifs. Est-ce que c'est le cas pour un être humain dans un système social? La réponse est non, à cause de la multiplicité des événements qu'il va rencontrer. Et si la science désenchante le monde en montrant que nous sommes, même notre cerveau, des
organismes biologiques sur lesquels on peut interférer et sur lesquels on peut agir, eh bien, il n'y a pas de déterminisme indiscutable. Il y a une possibilité biologique et puis il y a une ouverture avec l'environnement qui rend cette possibilité biologique ou qui ne la rend pas possible. Alors à partir de là, beaucoup de choses ont été dites déjà sur ces questions de l'amélioration, je crois. La question fondamentale, elle a un peu été soulevée dans ce film Choc, elle a été soulevée déjà dans votre exposé, c'est l'autonomie de la personne, une dimension essentielle de nos sociétés, c'est de maintenir le libre choix. Alors, autonomie de la personne, ça veut dire dans quel contexte se passe l'amélioration, et autonomie de la personne, ça veut dire quel est le degré de réversibilité du procédé qui est appliqué à la personne. Alors, ça commence en général très simplement. On prend tous un café le matin pour se réveiller, donc on augmente nos capacités d'éveil avec la boisson chaude, café, thé, ce que vous voulez. Et puis, ça peut continuer avec, là on est à la Défense, donc il y a même des médecins spécialisés à la Défense dans certains troubles de l'éveil et du sommeil qui vont aller chercher des molécules. On peut prendre l'exemple du modafinil, qui est typiquement une molécule qui a été mise au point dans des laboratoires français pour lutter contre une maladie génétique rare qui s'appelle la narcolepsie. Des gens qui s'endorment brutalement. Et pour eux, c'est pas drôle du tout, parce que quand il y a c'est une personne pour 1 million, mais quand ils cessent leur activité, il y a des moments où tout d'un coup ils s'écroulent parce qu'ils tombent immédiatement en sommeil paradoxal, dans lequel il n'y a plus de tonus musculaire. Alors ils se blessent, et puis socialement parlant, c'est absolument catastrophique. Alors donc cette drogue, cette molécule, le modafinil, fait vraiment un effet spectaculaire sur ces personnes. Mais comme ça augmente la durée d'éveil, l'armée tout de suite s'est intéressée à ces molécules, elle a dit ça va maintenir mes soldats éveillés sur le champ de bataille, au lieu qu'ils soient opérationnels 6 heures et que je sois obligé de les ramener, je vais pouvoir les maintenir opérationnels 12 heures, 24 heures. Faire attention, au bout de 48 heures, ils deviennent fous. Et donc là, effectivement, on descend de plusieurs pourcents dans le degré d'intelligence pour manipuler une arme. Donc, pendant longtemps, ça a été une licence d'office de l'armée. Et puis, la molécule s'est diffusée. Et elle s'est diffusée parce que augmenter le temps d'éveil, c'est augmenter, en tout cas en apparence, la capacité de travail. Alors, au lieu de prendre 10 cafés, vous prenez du modafinil. Donc, il y a beaucoup de cadres pour être plus performants, et on est dans des sociétés de la performance, qui ont commencé à vouloir avoir cette molécule. Alors, au début, elle était difficile à avoir. Alors, il y a un mécanisme pour avoir la molécule, c'est qu'il suffit d'être malade. Alors, pour être malade, il faut avoir un médecin qui dise que vous êtes malade. Alors, à partir de là, il y a des formes de narcolepsie génétique, mais il peut y avoir des formes de narcolepsie qui ne sont pas tout à fait génétiques, puisqu'on ne trouve pas la mutation, mais qui ont des symptômes d'endormissement. Là, c'est relatif. Et donc, on a une espèce de cercle vicieux qui s'enchaîne, qui fait que pour pouvoir bénéficier de la molécule dite d'amélioration, il faut avoir une pathologie pour avoir et donc on devient cette pathologie pour avoir la molécule. On peut reprendre l'exemple des enfants agités aux États-Unis avec une autre molécule qui s'appelle le méthylphénidate. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 4 millions d'enfants, et bizarrement, c'est que des garçons. Il n'y a aucune trace biologique pour ça, qui sont traités avec du méthylphénidate. Et le méthylphénidate, c'est un produit qui est diffusé, qui coûte 50 cents. C'est pour ça que certains rappeurs se sont appelés 50 cents, et qui ensuite sert à augmenter son temps de réaction pour jouer au baseball, pour jouer au football américain, etc. Et beaucoup d'étudiants le prennent juste avant les examens. Ça a remplacé un peu les amphétamines. Au temps de ma génération, pour préparer l'internat, c'était déjà fini, mais la génération d'avant se bourrait de Maxiton pour préparer les examens. Donc, encore une fois, est-ce qu'on a les bons outils, les bonnes mesures? Si on regarde le modafinil, on voit qu'on augmente la durée d'éveil. Est-ce qu'on augmente la performance des gens qui sont là? On se rend compte, en fait, avec des tests au laboratoire, alors qui valent ce que valent les tests au laboratoire, qu'on augmente la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, c'est ce qui vous permet d'emmagasiner un certain nombre de données pendant 1 à 3
minutes, et ça vous permet de manipuler ces données. Mais on se rend compte que ça, dans des tests qu'on appelle go, no go, ça diminue la capacité de correction des erreurs à long terme. Alors, si vous vous rendez compte que beaucoup de vos économies, pour ceux qui ont une assurance vie ou un plan d'épargne long terme, sont placées auprès de traders qui avalent du modafinil et qui ne sont plus capables de corriger leurs erreurs au long terme, vous voyez que vous n'êtes pas à l'abri de nouvelles crises financières. Ça, c'est parce qu'on est à l'ESSEC, il fallait quand même que je passe un petit coup de griffe. C'est le... Mais certains diront que c'est juste parce que je suis jaloux, je suis un pauvre médecin du public. Et donc, je n'ai pas les mêmes revenus que les traders en question, à qui certains de mes collègues prescrivent un peu de modafinil. Bon, essayons d'avancer sur ces questions que pose l'augmentation. Et encore une fois, j'essaye juste de baliser quelques questions. Il a été question des discriminations selon l'âge ou selon les moyens. Vous avez deux grandes options quand vous commencez avec des questions de réglementation autour de l'amélioration. Vous avez une première option qui est le laisser-faire. C'est donc l'option libérale. Et donc, vous vous basez sur le fait que finalement, c'est la loi du marché et les éléments de l'efficacité qui vont déterminer les choses. Finalement, ce modafinil, si les gens le prennent et qu'à la fin, ils ne sont pas performants, ils vont se faire virer de leur boulot et ils seront bien punis. Et puis finalement, peut-être que les riches qui auront droit à l'amélioration, ils auront aussi droit d'abord à tous les pots cassés, à tous les accidents thérapeutiques, à toutes les erreurs de l'amélioration. Et finalement, la loi du marché, d'une certaine façon, autorégulera les choses et viendra réguler tout ça. Vous savez bien que l'asymétrie de l'information, vous savez bien que les questions qui sont liées à la volonté de l'individu, est-ce que dans un environnement professionnel où il faut rendre un rapport à un certain temps, on est encore libre de choisir de rester éveillé plus longtemps ou de rester au travail plus longtemps? Est-ce que dans certains cabinets d'avocats d'affaires, on a vraiment le droit, si on veut rester longtemps, de partir avant 10 heures le soir? Ces questions de la liberté de l'individu et de son autonomie dans un environnement de laisser-faire sont à soulever. La deuxième option, c'est une société où, à cause des coûts des politiques de santé, on a un encadrement de plus en plus strict. Et on s'appuie sur une norme médicale, sur une norme d'efficacité, donc toutes les agences de régulation, pour déterminer de façon précise le seuil de souffrance physique ou le seuil de souffrance morale, qui non seulement rend possible, mais rend même obligatoire, parce qu'on ne va pas laisser les gens souffrir, et automatique, un traitement standardisé et financièrement assumé par un système mutualisé, l'accès à un tel traitement étant interdit en toute autre circonstance. Donc, on a le système qui se met en place avec, même aux États-Unis, les systèmes d'HMO, les systèmes d'encadrement des coûts de la santé et les systèmes d'accréditation de certaines procédures. Alors la question qui se pose ensuite, c'est on améliore quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure du règne animal. Notre cerveau, il est quand même le fruit d'une évolution qui n'est pas achevée. De toute façon, l'évolution, elle est complètement aléatoire. Non, c'est M. Pavy qui avait présenté Darwin. L'évolution, elle ne choisit pas. Telle circonstance peut faire qu'une configuration d'un animal et un variant génétique l'aide à survivre dans une certaine configuration. Si on a 2, 3 ou 4 degrés de plus avec le réchauffement climatique, la même configuration génétique, les mêmes enzymes, les mêmes molécules vont complètement changer les choses. Je vous prends juste un exemple. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je vous prends juste un exemple. Il y a quelques années, Cornelia Brackmann, qui étudiait un petit ver de terre qui fait 1 centimètre de long, s'intéressait donc chez ces espèces de Caenorhabditis elegans à une espèce qui était grégaire. Elle vivait en groupe, ils se rassemblaient dans la boîte de culture, dans le laboratoire. Et puis il y avait une autre espèce de ces petits vers de terre qui, elle, étaient des vers solitaires. Et donc
c'était intéressant d'observer que même chez des vers de terre, il pouvait y avoir des comportements entre guillemets sociaux et des comportements, disons, plutôt individualistes. Et puis, il y a un de ces postdoctorants qui étudiait une enzyme qui permet à ces vers de respirer et qui s'est posé la question de savoir si ces vers étaient plus particulièrement sensibles à la pression partielle en oxygène, tout simplement parce qu'il avait remarqué que dans leur habitat naturel, ils n'habitaient pas dans les mêmes niches. Certains étaient plus en surface et d'autres plus en profondeur. Et alors, ils ont pris la boîte de culture et ils ont simplement changé la pression partielle en oxygène. Et les grégaires sont devenus solitaires, et les solitaires sont devenus grégaires. Donc c'était juste l'équipement en une enzyme qui charge l'oxygène, qui faisait que les vers se rassemblaient parce que du coup, ils diminuaient leur pression partielle en oxygène à cause du CO2 qu'ils produisaient avec le métabolisme énergétique, et inversement, les autres se dispersaient. Donc, un changement dans l'environnement peut également changer tous les équipes de comportement, y compris sur les organismes les plus simples, en tout cas les plus simples en apparence. Qu'en est-il de l'organisation de notre cognition, c'est-à-dire de cette complexité, parce qu'il y a des choses qu'on peut mesurer. Le temps de réaction, si j'ai pris un café ou pas un café, c'est quelque chose de simple à mesurer. La quantité de calories que j'absorbe dans un repas, c'est quelque chose de facile à mesurer. Quand maintenant j'arrive à des choses comme mon humeur, est-ce que je suis gai, est-ce que je suis triste, qu'est-ce qui me rend gai, qu'est-ce qui me rend triste, c'est déjà plus difficile, même si on a des molécules qui commencent à agir sur cette humeur. Quand on arrive à la mémoire, ce n'est pas monodimensionnel. Il n'y a pas de mécanique dans la mémoire, il n'y a pas de disque dur. La mémoire, c'est une composite qui est non seulement faite de multiples aspects, des mots, des odeurs, des couleurs, mais aussi une temporalité. Quand Proust évoque la Madeleine qu'il avait à Guermantes, c'est tout un ensemble de souvenirs qu'il peut arriver à faire passer dans son texte, mais qu'il est le seul à pouvoir se remémorer et apprendre. Et la mémoire est un très bon exemple que plus n'est pas mieux. On connaît un certain nombre d'exemples en neurophysiologie. Le neurophysiologiste russe Luria avait rapporté un certain nombre d'hypermnémonistes. On voit que ce sont des gens qui accumulent des souvenirs, qui accumulent des informations, mais c'est qu'ils sont incapables de les traiter et qui finalement sont des gens socialement désinsérés, déprimés chroniques, parce que l'important, ce n'est pas de stocker des informations, l'important, c'est d'être capable de les hiérarchiser et d'être capable de repérer parmi ces informations lesquelles sont pertinentes pour une cognition. Donc là encore, on n'est pas dans plus c'est mieux. Il faut faire attention à la fétichisation des chiffres. Vous avez tous admiré dimanche dernier ou samedi dernier le saut à la perche extraordinaire de la Villénie qui a donc passé cette barre à 6,16 m. Les titres des journaux auraient pu être le lendemain « À quand 6,17 m ?» Non, c'était « À quand la barre de 6,20 m ?» Il y a même eu des sondages pour dire « Pensez-vous qu'il sera capable de passer 6,20 m ?» Pourquoi 6,20 m? Pourquoi pas 6,21 m? Pourquoi pas 6,19 m? Il y a une fétichisation d'un certain nombre de chiffres. 120 ans, on le trouve dans la Bible, 200 ans, c'est le chiffre que vous avez cité. Le premier être humain qui vivra 1000 ans pour Laurent Alexandre est déjà né. Bon, malheureusement, je ne serai pas là pour vérifier s'il dit vrai ou pas. Ça, c'est la seule chose dont je suis malheureusement certain. Je vais peut-être m'arrêter là. J'avais plein de choses à dire, mais j'ai été tellement bavard, et je vous prie de m'en excuser, que j'essaierai de répondre peut-être à quelques-unes de vos questions. Peut-être la dernière chose, c'est pourquoi je vous ai dit qu'un cerveau humain n'existait pas. J'espère que vous avez compris que c'est parce que nous sommes des individus sociaux, que le cerveau il se crée dans le ventre d'une mère. On commence à avoir des réactions du cerveau à partir de 4 mois de vie fœtale, qu'il n'existe aucun être humain qui ne soit pas né du ventre d'une mère, qu'il n'existe aucun être humain qui n'ait pas croisé le regard de sa mère, puis de son père et de ses autres parents ou médecins ou soignants dès sa naissance, que cette question du regard de l'autre est essentielle. Vous savez que
l'une des marques de l'autisme, c'est que l'enfant autiste n'est pas capable de fixer le regard de l'autre et d'échanger, et que quand on arrive avec différents procédés ou avec différentes molécules maintenant à rétablir ce contact du regard, on arrive à améliorer l'état des enfants. Parce qu'aucun d'entre nous ici, et si vous êtes tous réunis ici, c'est bien pour cela, aucun d'entre nous ne peut vivre seul et isolé des autres cerveaux auxquels il est directement connecté ou interconnecté par différents outils numériques, et que l'un des grands dangers du vertige technologique évoqué par M. Courneuil au début de son exposé, c'est de nous croire suffisamment surpuissants pour acquérir une puissance individuelle qui nous isolerait des autres. Et ça, je peux vous garantir que, isolé, vous serez moins intelligent. Merci.